Salut à toutes et tous, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va très très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne et aujourd'hui on va dresser le bilan de cette Vuelta 2025 qui a été plus que particulière. On va tout simplement revenir un petit peu en résumé sur ce qui a pu se passer au cours de ces 21 jours de course ou presque. Dresser aussi une note de ce que j'ai pu ressentir et puis du coup aussi pouvoir faire un petit clin d'œil aux coureurs qui ont réussi à animer ces 3 semaines en Espagne et en Italie qui n'ont pas été de tout repos. Et donc on va commencer tout simplement par parler de ce qu'on a pu des résultats finaux de cette Vuelta avec vous l'avez vu, la victoire de Jonas Vingegaard devant Joao Almeida et Thomas Pidcock, probablement une des plus belles surprises de cette Vuelta. On avait énormément d'interrogations sur le Britannique. On savait que sa meilleure place au général était une 13e place sur le Tour de France, après notamment après d'autres abandons, de mauvaises performances. Donc on n'y croyait plus trop, honnêtement, et je faisais partie des gens qui n'y croyaient plus trop à Thomas Pidcock, du moins en haute montagne. Et il nous a agréablement surpris, honnêtement. Donc c'est avant tout la première surprise de ce classement général. Après on a pu voir aussi un très beau GT de la part de Jay Hindley. Honnêtement, que j'attendais pas non plus à ce niveau-là, ça faisait quasiment 1 an ou 2 qu'on ne le voyait plus trop, qu'il était plus très performant, enfin en tout cas à mon humble avis, et je pensais vraiment que ça allait être Pellizzari qui serait quand même le leader. Il s'avère qu'il était entre guillemets deuxième leader et quasiment au même niveau que son collègue, sauf sur l'avant-dernière étape qui nous amenait à l'Euro del Mundo. Mais sinon, franchement, Jay Hindley a fait vraiment une très belle étape. C'était un très beau tour. C'était d'ailleurs l'un des seuls à oser attaquer dans les 2 dernières étapes de montagne, là où Almeida n'a pas osé le faire, et là où Vingegaard a pu le faire sur les derniers kilomètres de la 20e étape. On peut aussi parler tout simplement, parce que j'aurais pu commencer par ça, mais on peut simplement commencer aussi par la victoire de Jonas Vingegaard sur Joao Almeida. Honnêtement, on pensait que le duel serait entre guillemets plus serré, et je m'explique, dans le sens où pendant quasiment tout le tour, on s'est retrouvé avec à peu près entre 30 et 45 secondes d'avance pour Jonas Vingegaard, et on attendait désespérément que Joao Almeida passe à l'attaque, que Joao Almeida me prouve qu'il est au niveau de Vingegaard, et donc indirectement aussi qu'il pourrait viser un mec comme Tadej Pogačar. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. On a vu aussi les limites, je trouve, d'Almeida. Alors après, encore une fois, hein, bien évidemment, de base, il n'était pas forcément prévu, je crois, pour le Tour d'Espagne, ou du moins, il s'était blessé sur le Tour de France, donc je pense pas non plus à 100%, mais Jonas Vingegaard sortait aussi d'un Tour de France où il avait été assez offensif, donc voilà, on va dire que ça s'équilibrait. Et honnêtement, je pensais vraiment que Joao Almeida aurait la capacité de pouvoir rivaliser sur 3 semaines avec Jonas Vingegaard pour qu'on puisse en fait dire qu'il y a Pogačar, puis ensuite il y en a 2-3 comme Vingegaard, Almeida, et on va dire allez ouais, c'est à peu près les seuls que je pourrais citer comme ça en tout cas de tête, mais pour moi c'était les seuls qui étaient capables de pouvoir rivaliser avec le Danois. Il s'avère que malheureusement il y a 3 catégories, il y a la catégorie Pogačar, la catégorie Vingegaard et la catégorie des autres. On va dire que c'est sûrement l'un des premiers enseignements de cette Vuelta, c'est le fait que justement on est vraiment dans une période où malheureusement ça va être compliqué pour certains coureurs d'aller vraiment titiller les plus grands, et honnêtement quand on voit aussi l'armada que peut avoir une équipe comme la Visma et bien évidemment comme la UAE, forcément c'est un petit peu compliqué. C'est un peu compliqué d'aller en fait espérer faire quelque chose. On a vu la Bora, qui certes a une équipe moindre, mais qui a quand même une équipe assez forte, qui a réussi à faire un très bon taf pour pouvoir aller qui a essayé en tout cas d'aller chercher un podium avec Jay Hindley et le maillot blanc avec Pellizzari. Mais ouais, et honnêtement, malheureusement, je pense que Joao Almeida, hormis s'il quitte la UAE, il n'aura pas vraiment d'autres occasions sur un grand tour. Je vois mal Pogačar lui laisser laisser d'autres cartouches. Là on a vu que Pogačar de base était prévu sur la Vuelta, il est pas venu. On sait que Vingegaard a dit qu'il serait sur le Giro, qu'il aimerait être sur le Giro l'année prochaine. Moi je vois bien un Del Toro faire doubler Giro Tour de France.
Donc peut-être que Joao sera peut-être de nouveau titulaire sur la Vuelta prochaine. J'y crois moyen, enfin après on verra bien. Mais en tout cas, Almeida, je lui souhaite honnêtement de pouvoir partir de la UAE pour être un leader incontesté et avoir vraiment les capacités de pourquoi pas aller chercher un podium sur le Tour et voire même pourquoi pas une victoire finale sur le Giro ou la Vuelta dans les prochaines années. Parce que contrairement à Juan Ayuso, bah lui il se rapproche doucement de la trentaine, donc s'il veut aller gagner un grand tour, bah faudrait pas non plus trop tarder. À l'inverse de Joao Almeida, on va parler d'un coureur qui a crevé l'écran et qui a montré tout son potentiel, le futur coureur de la Decathlon CMA-CGM, Mathieu Riccitello, dans l'équipe Première Tech, qui aura en fait épaté, qui aura montré tout son potentiel sur cette Vuelta. Honnêtement, je ne faisais pas du tout partie des gens qui le pensaient capable de pouvoir aller chercher un top 10 sur la Vuelta et encore moins un top 5. Après, peut-être que je ne mesurais pas son talent, mais en tout cas, il m'a vraiment impressionné. Je me dis que l'année prochaine, dans une équipe où il va être quand même bien entouré, avec notamment Félix Gall, Paul Sexas, il y aura vraiment du très beau monde, même du Prodhomme d'ailleurs, enfin il y aura du très très beau monde du côté de la Décathlon pour pouvoir lui permettre aussi d'être en compétition avec d'autres, de pouvoir rivaliser, de pouvoir aussi s'améliorer, parce qu'il a que 23 ans, donc là il a remporté un maillot blanc sur la Vuelta, peut-être l'année prochaine un objectif de Giro avec un objectif doublé de Giro Tour de France. Sur le Giro, il pourrait être potentiellement leader ou co-leader, et sur sur un Tour de France où il pourrait être en tant qu'équipier de Paul Sexas, de Félix Gall, tout dépendra des objectifs de Decathlon. Mais en tout cas, franchement, il a montré qu'il avait pas peur, il a réussi à s'accrocher dans les terribles cols comme l'Angliru ou même le El Oro del Mundo. Donc franchement, non, il a vraiment montré de belles qualités, et plus que de montrer de belles qualités où il a pu s'accrocher, il a aussi osé attaquer, il a osé tenter des choses au des moments où justement il aurait peut-être pu simplement rester dans les roues et attendre tranquillement en fait que la course tourne à son avantage. Ça n'a pas été le cas, donc tant mieux pour lui. Comme je vous l'ai dit, l'année prochaine, il a signé, je crois, pour 3 ans chez la Decathlon. Donc à voir après son parcours. Beaucoup de gens disaient qu'attention quand même à la concurrence, de pas se retrouver très rapidement dans un rôle de uniquement d'équipier, d'avoir des chances d'être leader sur des courses un petit peu plus petites. Donc attention à ça. Mais en tout cas, moi j'étais très impressionné et j'espère qu'il arrivera à continuer son ascension. En soi, il a que 23 ans, donc il a encore largement le temps de pouvoir nous montrer qu'il a encore beaucoup de ressources. Et sinon, un petit peu pêle-mêle, écoutez, on peut parler aussi de Giulio Pellizzari, qui a montré encore une fois tout son talent. Honnêtement, c'est moi je l'avais mis maillot blanc, et j'étais très content jusqu'à la 20e étape où je me suis dit, en sachant que de base il était pas censé jouer le général, j'étais un petit peu sceptique sur le fait qu'il remporte le maillot blanc. Alors, malheureusement, il y aura eu une étape de montagne de trop où il aura craqué et il aura laissé son maillot blanc à l'américain de la Première Tech. Finalement, c'était pas, on va dire que ça n'a pas été, ça a été loin d'être un mauvais tour, 6ème sur le Giro, alors que de base il était leader, il était équipier pour Roglic. Finalement, pareil, il vient sur la Vuelta en affirmant ne pas jouer le général. Finalement, il fait 2 6e places. Franchement, il peut être plus que content de lui, en sachant qu'en plus Pellizzari lui aussi, il est très très jeune, il n'a que 22 ans, donc il aura 22 ans je crois en fin d'année, donc il a encore énormément de potentiel. Je sais que là il va faire les championnats du monde avec l'Italie, donc honnêtement il y a du vrai petit potentiel, et quand on voit l'effectif de la Red Bull Bora, il va avoir Remco, il y a Jay Hindley, vous avez Roglic, vous avez Pellizzari, vous avez Lipovic, vous allez avoir une équipe en montagne qui va être très costaud sur les futures années. Ils ont déjà en fait les armes pour pouvoir se battre pour un podium, voire même peut-être une victoire finale sur le tour, et en tout cas jouer pour sûr une victoire finale sur le Giro et la Vuelta l'année prochaine s'ils gèrent bien leur effectif. On va passer maintenant aussi aux autres classements, le classement du maillot vert où honnêtement il n'y a pas eu vraiment de suspense, Pedersen qui a quasiment eu le maillot pendant les 3 semaines. Alors certes, il a mis du temps à remporter une étape, contrairement à Philipsen qui a remporté la première étape et qui en a remporté 2 autres. Pedersen s'est toujours retrouvé en fait dans les places d'honneur, mais l'avantage c'est qu'il a fait un petit peu un maillot vert à la Sagan, en partant dans les échappées pour aller récolter des points du sprint intermédiaire, en essayant de s'accrocher au maximum, faisant de très belles places d'honneur.
forcément à la fin c'est lui qui remporte ce maillot vert avec quasiment je crois quasiment 100 points, 80 points, et c'est ça, 80 points d'avance sur Jonas Vingegaard. Donc franchement pas grand chose à dire honnêtement. On savait qu'avec le peu de sprint, d'étapes de sprint pardon, on savait que les sprinters allaient pas forcément se disputer la victoire, et au final quand vous voyez le top 10, à part vous avez Pedersen, Philipsen et Ethan Vernon qui sont des sprinters. Sinon le reste, vous êtes sur des grimpeurs, des punchers. Ce qui montre à quel point cette Vuelta a vraiment délaissé, on peut le dire, hein, les sprinters. Alors après, vous me direz que la dernière étape n'a pas été à son terme, donc du coup, ça explique aussi un petit peu le manque de points aussi de certains, mais je pense pas honnêtement que ça aurait changé grand chose, honnêtement. Et on peut se dire, hein, heureusement que Jasper Philipsen, que Mats Pedersen a pris des échappées, parce que quand on voit que Vingegaard est à 80 points, je sais pas combien de sprint intermédiaire Mats Pedersen a remporté, mais je pense qu'on doit être aux alentours des 3-4, ce qui représente à peu près entre 60 et 80 points. Donc honnêtement, heureusement qu'il a pris les échappées, parce que sinon le maillot vert revenait à Jonas Vingegaard, ce qui aurait pu montrer aussi un petit peu la dominance du Danois au cours de ce dernier grand tour de la saison. Et je vais pas parler très très longtemps du maillot de meilleur grimpeur. Hein, honnêtement, il n'y a pas eu vraiment de suspense, encore une fois. Jay Vine qui a pris les échappées, qui a perdu du temps très rapidement pour aller chercher déjà 2 victoires d'étape, mais aussi aller chercher le maillot à poids. Encore une fois, hein, pas très long, attention, Vingegaard était qu'à 5 petits points, mais par contre derrière, on l'a vu, c'était très très loin. On était qu'à 32 points pour Joao Almeida, pareil pour Verkek pour la Soudal Quick-Step. Vous avez Beltran aussi qui était à 31 points, puis après derrière vous aviez Marc Soler et Juan Ayuso qui étaient à 26 et 28 points. Donc honnêtement, il n'y a pas eu vraiment de suspense sur ce maillot à poids. Très rapidement, Jay Vine l'a pris et très rapidement il ne l'a pas lâché. Donc pas grand chose à dire. On peut être juste content pour Jay Vine qui a pas eu non plus une saison facile, mais qui a montré de belles ressources cette année, et sur ce grand tour, et qui a montré aussi, je trouve, un petit peu plus d'aisance dans les descentes. On sait que ça a été pendant très longtemps, lui qui vient de Zwift, lui il a pendant très longtemps galéré sur les descentes, que ce soit en termes de chute ou même simplement de mauvaises trajectoires, voilà. Mais en tout cas, il a montré là, je trouve, sur cette Vuelta, qu'il avait alors pas des qualités de descendeur, mais en tout cas qu'il avait la possibilité de bien descendre, d'être au niveau au niveau moyen du peloton. Et ça, en tout cas, ça fait plaisir, parce que je me dis que sur les prochaines séances, ça pourrait lui servir pour 2026. Donc maintenant, globalement, qu'est-ce qu'on peut penser de cette Vuelta? Honnêtement, on va pas se mentir, cette Vuelta a été plus que décevante. Hein. Déjà, le parcours, avec le fait que ce soit pas très très équilibré entre les sprinters, les baroudeurs, on va dire, les baroudeurs et les punchers, les baroudeurs et les punchers, mais aussi les grimpeurs. Honnêtement, on avait une Vuelta où on pouvait s'inquiéter un petit peu de la qualité de celle-ci. Malheureusement, on s'est pas trompé. Alors, ce n'est pas que dû au parcours. Ça a été aussi dû, vous le savez, aux différentes manifestations qu'il y a eu au cours de cette Vuelta. Les manifestations pro-palestiniennes qui étaient contre la venue de l'Israël Première Tech. Et d'ailleurs, on le voit, hein, d'ailleurs, pour le futur, pour 2026, il risque d'avoir probablement des changements, ou en tout cas de l'évolution en ce qui concerne cette équipe. Donc, mais en tout cas, plus globalement, cette Vuelta, il y en a beaucoup qui le considèrent comme le pire grand tour de l'histoire. Alors, je ne connais pas tous les grands tours par cœur, je n'ai pas vu tous les grands tours, donc je pourrais pas non plus affirmer ça à 100%, mais je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de Vuelta et même de grands tours qui, déjà d'ailleurs, n'a pas eu d'étape finale, qui a été annulée suite à un énorme nombre de personnes de manifestants pro-palestiniens à Madrid, malgré le renforcement de la sécurité, avec je crois plus de 1000 policiers supplémentaires qui avaient été déployés aux alentours de l'étape pour assurer la sécurité.
Malheureusement, ça n'aura pas suffi, et on finit un peu ce grand tour avec déjà 2 étapes sans vainqueur, plusieurs étapes, enfin une ou deux, je crois 2 étapes raccourcies, et plusieurs cas de manifestations. On a vu des coureurs être arrêtés par des manifestants, on a vu plusieurs banderoles, sans parler des drapeaux qui ont été incalculables sur cette Vuelta. Donc, et en soi c'est logique quand on voit le contexte actuel où notamment je fais une petite parenthèse hors sport, mais quand on voit que l'ONU a déclaré, a officialisé le fait qu'il y avait un génocide à Gaza commis par Israël, on peut se poser la question de la présence de l'équipe Première Tech sur un grand tour. Alors certains diront que ce n'est que du sport et que les coureurs ne sont pas responsable de ce qui se passe en Israël, mais malheureusement c'est le principe, comme on dit, de soft power, où le but est justement, et par le sport et par l'art en général, que ce soit la musique, le cinéma, etc., de pouvoir on va dire donner une bonne image de son pays, ce qui n'est absolument pas le cas aujourd'hui. Et malheureusement courir pour la Israël Première Tech aujourd'hui, c'est indirectement cautionner ce qui est fait par Israël sur le sol palestinien, cisjordanien et autres d'ailleurs, parce que ce ne sont pas les seuls à être victimes des bombardements d'Israël. Mais voilà, donc on sait que de plus en plus, c'est un sujet qui va revenir sur la table. On a bien vu pendant les grands prix de Québec et de Montréal, on a bien vu aussi des manifestants. Là sur la Vuelta c'est pareil. On a vu que sur le Tour de France il y a eu aussi plusieurs tentatives, réussies ou non. Mais en tout cas on sait que ça va être un sujet qui va être abordé sur les prochains mois, que ce soit pour la sécurité des coureurs, mais aussi concernant une question éthique. Quand on voit que Gazprom a été exclu des compétitions cyclistes, et que les coureurs russes doivent courir sous bannière neutre, et écoutez, c'est sûrement quelque chose qui sera qui est en train d'être étudié pour 2026. Donc probablement peut-être un changement de nom, voire même une disparition. J'y crois moyen une disparition, mais je pense sûrement un changement de nom pour cette équipe, et probablement aussi de concourir sous bannière neutre, pour un petit peu plus aussi d'équité entre malheureusement les athlètes russes, qui payent aussi le prix de ce qui se passe entre l'Ukraine et la Russie, et aussi du coup comme je disais, une équité avec ce qui se passe en Israël, et ce qui se passe surtout à Gaza actuellement. Donc honnêtement, on peut être déçu un petit peu de la manière dont s'est déroulée cette Vuelta. Alors malheureusement, c'est entre les aspects politiques et honnêtement un parcours qui n'était pas forcément exceptionnel, et on s'est très vite retrouvé avec une course où avec 6 victoires de la UAE, 3 victoires de la Visma, et puis très peu de suspense. Malheureusement, on va dire que cette Vuelta a été un peu ennuyante, décevante. Il y a pas beaucoup, je sais pas trop quel mot utiliser, mais ouais, je dirais le mot était un peu décevant, parce que quand on voyait la start list, on avait peut-être un peu d'espoir que ça puisse bouger, mais malheureusement avec un Almeida qui n'est pas forcément quelqu'un de très très offensif, dans le sens c'est plutôt quelqu'un qui monte au train, forcément il suffisait à Vingegaard de suivre. On a vu, heureusement qu'on a eu un Jay Hindley qui a quand même tenté des choses, mais honnêtement c'est un petit peu ennuyeux quand on voit des mecs comme Ayuso, Soler et Vine qui sont partis régulièrement à l'avant, qui ont été remportés 5 victoires d'étape à eux 3, alors que ça aurait pu être des baroudeurs ou alors des petits grimpeurs, des grimpeurs en devenir qui auraient pu remporter ces étapes. Malheureusement ça gâche aussi un petit peu le plaisir de voir des petites équipes ou des petits coureurs remporter des étapes sur un grand tour. Donc malheureusement c'est un petit peu décevant. On va dire la seule petite éclaircie au tableau, ça a été la 10e place au classement général, mais surtout le plus important, c'est d'avoir porté le maillot rouge pour le coureur de la Bahrain Victorious, Thorsten Tren, le coureur de 30 ans. Donc honnêtement, on a quand même eu une belle petite surprise avec ça, notamment aussi la victoire de David Gaudu, faut pas l'oublier. Franchement, qui aurait parié sur une victoire de David Gaudu au début de cette Vuelta ? Je pense que personne. Je disais dans la preview que moi je voulais le voir ne pas jouer le général pour justement essayer d'aller gratter une victoire d'étape. Je trouve ça un peu dommage qu'il ait pas voulu, qu'il se soit pas tenté à prendre plus d'échappées que ça, parce que quand on voit le nombre d'échappées qui ont pu aller au bout presque,
Je pense qu'il y avait la possibilité pour lui de pouvoir peut-être en claquer une deuxième. Bon, après, il avait peut-être pas les jambes pour pouvoir le faire, mais en tout cas, ouais, ça a été avec Thorsten Trenn, ça a été les deux belles surprises de cette Vuelta. Alors, Trenn n'a pas remporté de victoire, mais porter le maillot rouge, c'est toujours quelque chose de très beau. Donc voilà, on va dire que c'est un petit peu les deux belles histoires de ce Giro, non, de cette Vuelta. Mais malheureusement, c'est trop peu, très peu pour on va dire, pour sauver la phase de ce grand tour. Donc honnêtement pour moi, si je devais mettre une note sur 10, je mettrais probablement un 3 sur 10, entre 3 et 4 sur 10. Je vais partir sur 4, on va dire, allez, pour la victoire de David Gaudu et on va dire la belle bataille au maillot blanc entre Riccitello et Pellizzari. Mais honnêtement, je pense qu'on est quand même plus proche des 3. Je sais pas, j'ai pas regardé d'autres récaps de cette Vuelta sur YouTube, mais je pense qu'à mon avis, sur 10, à mon avis, les avis doivent pas être bien plus hauts. Mais en même temps, c'est logique quand on voit un petit peu à quoi on a eu le droit, on peut comprendre la déception. Donc on va dire que malheureusement, comme l'a dit quelqu'un, je sais plus qui avait dit ça sur Twitter, mais qui disait que malheureusement on n'avait pas eu une très belle saison de Grand Tour cette année, avec un Giro certes où il y a eu un retournement de situation qui sauve un petit peu ce Giro, mais en soi ça n'a pas été non plus super fameux. Le Tour de France, malheureusement il a été plié assez rapidement, et cette Vuelta, on en a parlé du coup juste avant, donc malheureusement ça n'a pas été une très très belle saison au niveau des grands tours, donc on espère que 2026 le sera un petit peu plus. Mais en tout cas, ouais, on va dire que cette Vuelta a été décevante, plus que décevante, mais on aura quand même eu finalement je trouve quand même un joli top 10 avec notamment, comme je disais, Pidcock sur le podium. Vous avez Hindley et Pellizzari, le duo de la Bora, qui a fait une très belle Vuelta où notamment avec leurs attaques successives sur l'une des dernières étapes de montagne aura permis à l'Italien d'aller chercher sa première victoire sur un grand tour. Donc non, honnêtement, on peut être, il y a eu quand même quelques points positifs. Mais on va dire qu'on va très vite se tourner sur les championnats du monde, les championnats d'Europe et le Tour de Lombardie, et surtout se tourner vers 2026 où on espère avoir un petit peu plus de batailles, soit pour le classement général ou pour les maillots annexes. Donc écoutez, j'espère que cette petite vidéo un petit peu récap de cette Vuelta vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, que ce soit votre note sur 10 de cette Vuelta, quels sont vos points positifs, vos points négatifs, les coureurs que vous avez qui vous ont fait au moins un petit peu kiffer et ceux qui vous auront déçu. Quand je refais le point par rapport à ce que j'avais annoncé en preview, j'ai eu quasiment bon sur... après, le maillot rouge, c'était logique, on se doutait que ça allait être Vingegaard. Le maillot vert, j'avais dit Pedersen, c'était un peu pile ou face avec Philipsen. Et puis le maillot blanc, j'avais annoncé Pellizzari, mais c'est Riccitello qui s'impose sur le fil. Mais voilà, mais sinon, donnez-moi un petit peu ce que vous aviez prédit comme classement. Et puis écoutez... on se retrouve à mon avis, je ne ferai pas d'autres previews à mon avis pour ce qui va se passer sur les prochains mois. La prochaine preview sera sûrement aux alentours de 2026 avec Paris-Nice ou peut-être le Tirreno Adriatico et les premières classiques italiennes et les premiers monuments. Mais en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, donc si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et commenter cette vidéo, à la partager autour de vous et surtout à vous abonner pour ne pas rien rater de la suite des prochaines vidéos. En attendant, prenez soin de vous, c'est le plus important et on se retrouve très vite pour de prochaines vidéos. Ciao ciao.